Chapitre 9. La progéniture de Cormoran Van. Plusieurs jours s'écoulèrent, ponctués uniquement d'averses de printemps passagères. Carrigan et Cheval allaient et venaient entre la route du Nord et le couvert de l'interminable forêt, revenant sur leurs traces à plusieurs reprises, dans l'espoir de confondre et murer ces hommes, si jamais ils retrouvaient leur piste. De temps en temps, elle avait la sensation d'être surveillée, et plusieurs fois, elle fut saisie de l'envie déconcertante de regarder en arrière. Mais elle ne trouva jamais de preuve qu'on la poursuivait, et Cheval ne semblait pas le moins du monde inquiet. Se pouvait-il que l'esprit de Frian Coblebey continuât à les suivre? Au mi-temps du jour, elle s'assit sur une pierre pour mâcher une portion de viande séchée. Cheval musardait, non loin, broutant l'herbe des interstices de la route, et chassant les mouches avec sa queue. Carrigan se donna une claque sur la nuque. Les insectes proliféraient à la suite des intempéries. Quelques jours de voyage seulement après son séjour à 7 cheminées, et déjà les menus détails confortables prodigués par les sœurs Sorbier lui manquaient. Le lit douillet, le thé chaud, les bains parfumés, et tout particulièrement la conversation. Tout cela avait été très civilisé. Elle gardait contre elle les présents que lui avaient offerts les sœurs. La pierre de lune demeurait dans la poche de son pantalon, et la pousse et la fleur de Sorbier étaient fourrées dans une poche à l'intérieur du grand manteau. Chaque fois qu'elle les en sortait, elle les voyait fraîches et intactes, mais cela ne la surprenait pas. Cheval hennit doucement et regarda le ciel, de longs brins d'herbe dépassant des coins de sa bouche. Carrigan suivit son regard, la main sur le front, pour se protéger de l'éclat du soleil. Au loin, très haut, un aigle énorme volait en cercle concentrique. Sa taille et sa couleur terne indiquaient l'un des rares aigles gris qui résidaient dans les monts du Champ-Zélé. On ne les apercevait que rarement si loin du royaume des montagnes, et ils ne volaient jamais si bas. Son instructeur d'histoire naturelle, maître Yon, aurait mangé son seau s'il avait pu voir ce que Carrigan voyait en ce moment. L'aigle suivait les courants. Il s'éleva et sembla flotter dans les airs, puis descendit en piqué, comme s'il surveillait quelque chose. Carrigan pouvait imaginer les plumes de ses ailes ondoyer et le vent rugir à ses oreilles. Quelle vue époustouflante il devait avoir de là-haut! Pouvait-il voir au-delà de l'étendue du vert manteau jusqu'à la mer? Pouvait-il voir les spires de son foyer au cœur des montagnes? L'aigle élargit ses cercles. Il cherchait quelque chose, c'était certain. Probablement une proie. Il plana un moment, comme figé dans le temps, puis vira en direction du sud et disparut hors de vue. Cheval renâcla et recommença à brouter. Au crépuscule, ils suivirent la piste d'un daim pour trouver un campement pour la nuit. Carrigan grimaça à l'idée de dormir à nouveau par terre, certaine que son dos ne se remettrait jamais de tant de nuits passées sur des cailloux et des racines. Sa précieuse couverture de sélium, bien qu'usée, était utile, mais n'était en rien comparable à un lit de duvet. Les insectes exhaillaient à ses oreilles. C'était une heure de prédilection, et il mordait chaque parcelle de peau laissée à découvert. Cheval secoua tout son corps pour se soulager, et en faisant cela, faillit déloger Carrigan de la selle.
Elle gratta une nouvelle série de zébrures sur son cou, en regrettant de ne pas avoir d'engluant de grâce, obtenu à partir d'herbes de grâce, plus souvent nommée rue fétide, en raison de son horrible odeur. Malgré sa senteur âcre, ou à cause d'elle, elle était de loin le meilleur remède contre les moustiques. Cependant, les vœux étaient aussi solides que l'air, et elle n'avait pas plus de chance de tomber sur un pot d'engluant que sur un lit de plumes. Sans prévenir, Cheval s'arrêta net et coucha les oreilles en arrière. Carrigan cessa de se gratter. « Que se passe-t-il » murmura-t-elle. « Je ne vois rien. » Un certain nombre de choses dans l'ombre grandissante des bois étaient susceptibles d'effrayer un cheval, bien que celui-ci ne soit pas aisément impressionné. Kerrigan attendit un moment, puis, parce qu'elle n'entendait rien et ne vit rien, elle le talonna. Il résista et, au lieu d'avancer, recula. Je ne vois toujours, sur la droite, un bruissement anima les broussailles. Rien. Le dernier mot s'échappa laborieusement en un soupir. Carrigan jeta de rapides coups d'œil d'ombre en ombre, cherchant à identifier la source du bruit. Mais un lourd silence était tombé sur les bois, comme si toutes les créatures qui l'abritaient attendaient, en retenant leur souffle, que quelque chose se produise. Les rênes devinrent poisseuses entre ses mains moites. Cheval se dandinait sous elle, mal à l'aise. Juste au moment où elle décidait qu'elle avait dû imaginer le bruit, une créature plus grande que Cheval surgit du sous-bois, dans une envolée de feuilles et de branches, et se roua sur eux à la faveur d'un rayon d'argent. Cheval se cabra, et Carrigan fut éjecté de la selle. Carrigan gémit. Le monde entier bougeait et tressautait dans sa tête douloureuse. Elle était sonnée. Le manteau et sa chemise étaient remontés jusque sous ses épaules, et les aspérités du sol égratignaient son dos nu. Elle avait très mal à la cheville. Ses bras étaient étendus derrière elle sur le sol de la forêt. Traction, mouvement et tressautement. Non, le mouvement ne venait pas du tout de sa tête. Cheval devait être en train de la traîner, et son pied était sûrement coincé dans l'un des étriers. Ses yeux s'ouvrirent en papillonnant, et elle dut tendre le cou pour voir. Une énorme pince en forme de tenaille, et non un étrier, prenait sa cheville en étau. La serre était attachée à un corps en forme de soucoupe, doté d'une carapace à l'aspect métallique, et 6 jambes articulées en supportaient le poids. Une queue plate formait un arc de cercle au-dessus du corps de la créature, terminé par un dard proéminent de la taille d'une dague, imprégné de venin. 2 orbes noirs luisaient à la lumière de la lune, montés au bout des 2 tiges. À l'emplacement de la bouche, il y avait des mandibules. Et 2 minces antennes tâtaient le chemin à venir, alors que la créature s'enfonçait plus avant dans les bois, de son allure tranquille de crabe. Une 2e pince claquait en direction de Cheval, le tenant à distance respectable. Elle manqua perdre de nouveau connaissance, mais elle résista. Sombrer dans l'oubli était tentant, mais cela ne l'aiderait pas. Alors elle se mit à hurler. Puis, comme un animal terrorisé pris dans un piège,
Elle se tortilla, se débattit et cria d'une voix rageuse. Mais la pince la tenait fermement. En fait, elle comprimait et entaillait sa cheville. Elle gémit de douleur. Elle parvint à s'asseoir, tandis que la créature la tirait toujours, et essaya de desserrer la pince géante avec ses mains. La carapace était aussi dure que l'armure de plate d'un chevalier, et la serre ne bougerait pas. Ses orteils commençaient à s'engourdir. Elle retomba sur le dos, essoufflée par l'effort, laissant ses mains glisser sur le sol. Sa tête l'élançait tellement qu'elle pensa qu'elle allait vomir. Où pouvait bien l'entraîner le monstre? Par les dieux! Elle réprima un sanglot d'impuissance, le souffle court. Son cœur tambourinait contre ses côtes. Calme-toi, calme-toi. Réfléchis. Elle se força à respirer plus profondément, à détendre ses muscles le plus possible, comme le maître d'armes Randel l'y avait entraîné. Te réfugier dans la peur te condamnera, lui avait-il dit un jour. Elle n'a pas sa place sur un champ de bataille. Il est sain d'avoir peur, mais la peur est une ennemie. Elle continua à respirer calmement et pensa aux moyens de s'en sortir. Sa tête rebondit contre un caillou et elle vit 36 chandelles. Elle gémit et tâta l'arrière de son crâne. Elle grimaça au contact d'une bosse de la taille d'un œuf, récoltée lorsqu'elle était tombée de cheval, devina-t-elle, et d'une petite bosse due à la pierre. Cailloux et racines continuaient à lui entailler le dos, et elle était toujours traînée. Ce cauchemar ne finirait-il donc jamais? Comment s'en sortir seule? Sa main passa à portée d'une pierre et la saisit maladroitement, mais elle ne put l'attraper fermement. Elle chercha d'autres cailloux, mais ils étaient trop petits pour être d'une quelconque utilité, ou dépassaient à peine du sol, ou bien étaient trop gros pour ses mains. Elle en agrippa un qui semblait adapté, faillit le lâcher en s'y arrachant un ongle. Mais elle persista jusqu'à ce qu'elle le tienne dans ses mains. Pas facile de viser, remorquée comme elle l'était, à même le sol et sur le dos. Elle souleva la pierre à la force de ses deux bras et la lança sur la créature avec un grognement d'effort. Elle ricocha, inoffensive, sur la carapace de celle-ci et retomba au sol avec un bruit sourd. Elle ne réussit qu'à attirer l'attention de la bête. Son corps en forme de disque pivota, et elle regarda Carrigan directement. Les yeux au bout des tiges dansèrent au-dessus de sa tête, puis les antennes se penchèrent pour explorer son torse. « Arrête !» cria Carrigan. Les coups étaient douloureux, et parfois la chatouillaient aussi. Elle attrapa l'une des antennes, et l'autre se rétracta vivement. C'était froid et dur, épais comme le manche d'un balai dans sa main. La créature l'étudia un moment, puis secoua la tête jusqu'à ce que Carrigan soit sûr que son pied allait être sectionné. Elle lâcha l'antenne, des larmes de douleur coulant sur ses joues. Cheval profita de la diversion pour foncer, tête baissée sur la bête, se cabrant pour frapper de ses sabots la carapace de la créature. Il se mouvait avec adresse pour rester hors de portée du dard et esquiver les serres qui claquaient. Quand il s'approcha trop des yeux du monstre, celui-ci fut suffisamment alarmé pour lâcher le pied de Carrigan et accorder toute son attention à l'agaçant mammifère qui le menaçait. « Quelle surprise !» pensa la jeune fille,
que non seulement Cheval ne se soit pas enfui, mais qu'il soit aussi resté dans les parages pour la défendre. Il se passa un moment avant qu'elle ne prenne conscience qu'elle était libre et que son pied faisait toujours qu'un avec sa jambe. Elle tenta de se lever, mais retomba avec un cri de douleur. Les sensations revinrent massivement dans son pied, tout d'un coup. Elle tenta de nouveau de se relever, mais cette fois en sautillant sur son pied gauche. Elle n'osa pas s'appuyer sur le pied droit. « Cheval !» Cheval était bien trop occupé à défendre sa propre vie pour l'aider. La créature, débarrassée du poids de Carrigan, se balançait rapidement de droite à gauche et pivotait pour parer les coups. Les sabots de Cheval martelaient le sol tandis qu'il voltait et virait, ruant en direction de la bête, puis l'attaquant avec des claquements de la mâchoire. Il aurait pu tuer ainsi un homme ou une femme, mais ses efforts se révélaient futiles contre la carapace de la créature. Il montrait des signes d'épuisement, sa respiration se faisait laborieuse, et de l'écume gouttait au sol. Il trébuchait de plus en plus souvent. Carrigan s'éloigna en sautillant pour demeurer à distance respectable des deux protagonistes. Si Cheval échouait, plus rien n'empêcherait la créature de s'emparer d'elle. Elle continuait à sautiller, avançant un petit bond sans faire attention, se frayant un chemin à travers le sous-bois, tout en regardant par-dessus son épaule pour voir comment s'en sortait Cheval. Lorsque des nuages vinrent masquer la lune, une obscurité presque palpable prit possession de la forêt, et elle n'y vit plus goutte. Peut-être le coup sur sa tête ajoutait-il au phénomène, en rétrécissant son champ de vision. À cause de cette faible lumière, ou de sa cheville blessée, elle se prit dans quelque chose de collant, comme une toile géante. Elle tenta de s'en éloigner, mais cela la retenait. Ses deux jambes et une bonne partie de son corps y étaient empêtrés. Elle se débattit, mais cela ne fit que l'engluer davantage. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» La lune sortit lentement des nuages, et elle vit des filaments blancs, semblables à ceux d'une toile, collés à son bras et à ses jambes. En fait, les filaments étaient fermement tissés entre plusieurs arbres. Par les dieux, une toile d'araignée géante! Cheval était maintenant son seul espoir. Quelque chose tremblota quelque part sur la toile. La lune s'était suffisamment dégagée des nuages pour entamer de sa lueur une partie de l'ombre profonde. Et elle révéla d'autres créatures, emprisonnées comme Carrigan. Une biche ruée pour tenter de se libérer. On aurait dit qu'elle était là depuis un bon moment. Sa tête dodelinée de fatigue, son souffle saccadé secouait tout son corps. Des oiseaux, des écureuils, des chauves-souris, un raton laveur, et même un loup étaient pris au piège. Le loup claquait des mâchoires dans le vide, et il hurla sa complainte. Un hurlement déchirant qui lui fit froid dans le dos. L'appel ne fut pas entendu, et il se mit à geindre. Carrigan avait déjà entendu de tels cris, par de glaciales nuits d'hiver. Il l'avait terrifiée. À présent, pourtant, elle ne pouvait qu'avoir pitié du loup. Derrière elle, le sol était jonché d'un amas d'ossements ivoiriens, en partie caché par un buisson. Ils luisaient dans la forêt sombre, dénudés de leur chair depuis peu. À côté du buisson,
Il y avait une pile d'objets ronds de la taille d'un poing, qui avaient tous la couleur argent ternie de la créature. Était-ce le fruit de son imagination, ou bien certains vibraient-ils? Elle passa sa main libre sur ses yeux, ne se fiant pas à sa vue. Elle avait l'impression que sa tête recevait une volée de coups de marteau, et elle avait le vertige. Un surplus d'os était éparpillé autour des objets sphériques, et elle commença à se douter que la créature n'en avait pas fini avec elle. Elle était prise au piège comme une mouche dans une toile d'araignée. Le bruit du combat entre cheval et la bête se rapprochait. Le fracas des sabots contre la carapace, le craquement des branchages, les halètements de cheval et le claquement des pinces. Cheval battait en retraite dans le sous-bois, et Carrigan pouvait voir les cerfs se lever et s'abattre alors que la créature le poussait en direction de la toile. « Cheval !» cria-t-elle. « C'est un piège !» Cheval hésita et regarda dans sa direction, comme s'il venait de comprendre la précarité de sa situation. La créature le frappa de sa queue, et le dard se logea dans l'encolure de cheval. Il s'effondra sur le flanc et ne bougea plus. « Non !» hurla Carrigan. La créature explora d'une antenne le ventre de cheval. En constatant son absence de réaction, elle émit un son cliquetant, sans doute approbateur. Elle délaissa cheval et se dirigea de baie vers la toile, qu'elle longea en passant devant la biche et le raton laveur, jusqu'à Carrigan. Les tiges de ses yeux oscillèrent alors qu'elle inspectait sa proie. Elle lui tapota les côtes d'une de ses antennes et siffla doucement pour elle-même. Carrigan se pencha brusquement en arrière et frappa l'antenne de sa main. « Dégage !» Mais la créature avait déjà reporté son attention sur les objets sphériques. Elle donna à certains de petits coups de sa pince pour les positionner correctement, puis s'éloigna tranquillement. Carrigan gémit. Sans cheval, tout était perdu. Elle était prisonnière et il n'y avait pas moyen de s'échapper. Elle ne s'attendait pas à finir ainsi. Elle avait cru qu'elle atteindrait la cité de Sakor et qu'elle remettrait le message au roi en main propre. On l'aurait traitée en héroïne. Si elle devait être arrêtée, elle pensait que cela serait le fait d'Immeré et de ses hommes. Une perspective bien assez horrifiante. Ce monstre, lui, était totalement inattendu. Au bout d'un certain temps, le loup reprit ses hurlements glaçants. Dans combien de temps la créature reviendrait-elle? Combien de temps avant qu'elle revienne se nourrir? La senteur des feuilles de sorbier arriva aux narines de Carrigan depuis la poche de son manteau. La petite pousse de sorbier avait dû être écrasée lorsqu'elle se battait avec la créature et faisait ce que mademoiselle Feuille Sorbier avait prévu. Si ta détermination te fait défaut, si tu perds tout espoir, détache une feuille et frotte-la entre tes doigts. Sa senteur te rafraîchira, et peut-être penseras-tu à moi. Carrigan reprit espoir, et avec cela, courage. Tant qu'elle était en vie, il restait peut-être une chance. Mademoiselle Fleur Sorbier lui avait donné une fleur de sorbier. « Si tu as besoin d'une amie, cueille un pétale et laisse-le filer au vent. » Elle regretta ardemment de ne plus être au bon soin des sœurs Sorbier.
Elle avait besoin d'un ami. Quelque part derrière elle, un craquement fendit l'air. Elle ne put d'abord en identifier la source, puis elle jeta un coup d'œil aux objets sphériques. Ils vibraient, et leur surface lisse était parcourue de fissures de plus en plus longues. Le corps de Carrigan s'affaissa, mais les filaments la maintenaient. Les sphères étaient des œufs. Des antennes émergèrent. De minuscules pinces tapaient contre les coquilles, et de petits corps argentés visqueux, miniatures de leur mère, s'en extirpèrent, mouillés et luisants. Ils avancèrent en s'escaladant les uns les autres, et toute la couvée se précipita vers la toile, attirée par la chaleur que dégageaient les êtres pris au piège. Le doute sur ce qui allait leur servir de repas n'était pas permis. Une des créatures rampa sur la botte de Carrigan, qui la chassa d'un coup de pied. La chose roula à quelques pas de là, mais se rua de nouveau vers elle, dans un fouillis de petites pattes, d'antennes et de pinces. Les animaux luttaient également, mais dans leur panique, ils ne faisaient que s'empêtrer davantage dans la toile. Un cri presque humain s'éleva et étouffa les gémissements des autres animaux. Les nerfs de Carrigan se crispèrent violemment. Le raton laveur! Elle ferma les yeux, comme si cela pouvait réduire au silence les plaintes de l'animal supplicié. Lorsque les cris s'atténuèrent, elle rouvrit les yeux. 3 petits rampaient le long de sa jambe. Elle gronda et s'en débarrassa en se secouant, à présent plus furieuse qu'apeurée. Ces bestioles n'avaient pas le droit du tout. Les petits à portée de ses pieds émirent un bruit écœurant lorsqu'elle les écrasa sous sa botte. Sa main tenait la fleur de sorbier. Elle ne se rappelait pas de l'avoir sortie. La senteur des feuilles de sorbier était entêtante. « Si tu as besoin d'une amie, cueille un pétale. » Elle aurait besoin d'une armée d'amis. Elle secoua la jambe, mais cette fois les petits s'accrochèrent avec leurs pinces, et leurs antennes tâtaient le chemin le long de sa jambe. Elle fit passer la fleur dans son autre main, celle qui était engluée dans la toile, détacha un unique pétale, et le laissa filer au vent. Aussitôt que le pétale eut quitté sa main, une brise le souleva, évitant la toile et les branches entrelacées, et il disparut hors de sa vue, par-delà la cime des arbres. Carrigan soupira. Au moins, mourrait-elle en songeant à ses amis? Elle secoua de nouveau sa jambe. Les créatures avaient atteint ses hanches et commencé à utiliser leur dard. Elle sentit ses jambes s'engourdir. Elle se promit cependant de ne pas mourir sans combattre. Elle s'agita dans tous les sens, se contorsionna, ignorant les piqûres, et balaya certaines des créatures d'un revers de sa main libre. Chaque petit qui retombait était une infime victoire. Elle les plaquait au sol avec le talon de sa botte. Un cri perçant retentit, couvrant les plaintes des autres victimes. Et un grand animal ailé surgit de la voûte des arbres avec fracas. Carrigan eut un mouvement de recul devant son ombre. Quelle créature de cauchemar avait décidé de se joindre au festin des petites bêtes? C'est alors qu'elle vit la silhouette d'un aigle, un énorme aigle gris,
La toile !» lui hurla-t-elle. « Attention à la toile !» Elle sentit le puissant battement de chaque mouvement d'aile qui le ralentissait. L'envergure de l'aigle devait être équivalente à la taille de Carrigan, parfaite pour planer au-dessus des sommets des monts du Champ-Zélé. Elle devenait un handicap dans la forêt. « Je vais t'aider. » Il se percha sur une branche robuste qui surplombait la tête de la jeune fille. « Quoi ?» Dans les contes immémoriaux, le genre de contes que les enfants adoraient et que les adolescents méprisaient, il y avait cette histoire de créature, d'une intelligence pareille à celle des hommes, et qui pouvait parler à leur esprit. Carrigan elle-même avait instamment demandé à sa mère de lui raconter ces histoires. Mais désormais adolescente, elle était moins crédule, et elle douta d'avoir vraiment entendu l'aigle s'adresser à elle. Maître Yon n'avait jamais mentionné d'animaux usant de la télépathie. Elle n'avait donc sans doute rien entendu du tout. L'aigle qui la regardait n'était rien de plus qu'une illusion. Son esprit confus, les pulsations dans sa tête et les piqûres empoisonnées devaient provoquer ces hallucinations. « Je vais t'aider. » La voix était basse et gutturale, éminemment réelle. Carrigan ne put que le regarder, bouche bée, avec un effroi teinté d'admiration. Si le vieux conte était vrai, et si l'aigle était vraiment en train de lui parler, devait-elle lui envoyer ses pensées, ou bien prononcer à voix haute ce qu'elle voulait lui dire? Pouvait-il entendre ses pensées? « Guide-moi !» L'aigle était toujours penché, impaisible telle une statue, mais sa voix s'était teintée d'irritation. Carrigan ouvrit et referma la bouche comme un poisson, incapable de prononcer un mot. Même s'il pouvait lire ses pensées, il n'aurait le droit qu'à un incompréhensible embrouillamini. Elle ne savait pas quoi lui dire. S'il tentait de combattre les créatures, il pourrait aisément s'engluer dans la toile, où les petites bêtes pourraient piquer ou... Désespérée, elle regarda autour d'elle, cherchant une réponse, tout en secouant presque machinalement sa jambe pour déloger une paire de petits. Elle regarda le corps immobile de Cheval. Il écrasait le fourreau de la selle. Si l'aigle pouvait l'atteindre... « Mon épée !» dit-elle. « Elle est sous le cheval. Si vous pouviez l'en déloger et... » L'aigle, comprenant son intention, s'élança vers Cheval. Une fois au sol, il pencha la tête comme pour décider comment procéder. Carrigan ne pouvait rien voir. Un essame de minuscules soucoupes argentées s'était amassé sur Cheval. Sa jambe droite était complètement engourdie. Au moins, ne sentait-elle pas la douleur de sa cheville. Aïe! Un des petits était en train de mordre son genou gauche. Elle secoua si violemment sa jambe qu'il fut projeté contre le tronc d'arbre le plus proche. L'épuisement rendait sa respiration laborieuse, et elle était maintenue par la toile, flasque comme une marionnette. « Voici l'épée. » L'aigle était juste au-dessus d'elle, en vol stationnaire. Il tenait le sabre par la garde dans son énorme serre. Elle tendit sa main libre le plus loin possible. L'aigle approcha l'arme avec précaution, pour éviter de se retrouver prisonnier de la toile. Elle ne pouvait pas tout à fait atteindre le pommeau, et dut attraper la lame
Aïe! La lame mordit la chair de sa paume et de ses doigts, et elle faillit la lâcher. Mais elle craignait les créatures plus que la douleur, et resserra sa prise. Elle retourna l'épée avec son autre main, afin de pouvoir attraper la garde. « Ton cheval vit encore, » dit l'aigle. « Je vais faire ce que je peux pour lui. » Cheval était en vie. La joie la submergea, et elle joua de sa lame à travers la toile collante pour se libérer. Cependant, sa jambe droite engourdie ne put supporter son poids, et elle tomba nez à antenne avec une douzaine de petits. Elle lutta pour se remettre debout et recula en sautillant. Elle balaya de la main et pourfendit les petits qui étaient toujours accrochés à elle. « Tu dois les exterminer, » dit l'aigle. De son bec tranchant, il cueillit un petit sur cheval et le projeta contre une pierre. Comme elle avait vu faire les mouettes du littoral, qui brisaient ainsi les carapaces des crabes. « Tu dois le faire maintenant, pendant que leur carapace est encore molle. Elle est en train de durcir au moment même où nous parlons. Tue-les tous. » Il devait y en avoir des centaines éparpillés sur le mus. Elle s'attaqua d'abord à ceux qui étaient fixés sur les malheureux animaux pris dans la toile. La biche et le raton laveur étaient morts, dépouillés méthodiquement de leur chair jusqu'à l'os. Elle relâcha ensuite les oiseaux et les chauves-souris qui étaient hors de portée des créatures. Le loup continuait à lutter, mais le poids des petits accrochés à sa fourrure trempée de sang l'entraînait vers le sol. Il piaulait à chaque mouvement, la langue pendante. Et pourtant, Carrigan s'arrêta. Trop de gens lui avaient raconté quand elle était petite que les loups tuaient les brebis dont les hommes faisaient leur subsistance et pouvaient dévorer une personne s'ils étaient affamés. Les loups, lui avait-on dit, étaient des créatures maléfiques, des Sièdes de Moravon l'Obscur. Le loup la regardait de ses yeux d'ambre, comme pour la mettre au défi, la mettant au défi de le libérer. Ses yeux roulèrent dans leur orbite sous l'effet de la douleur. Et tout aussi soudainement, ses pattes arrière refusèrent de le porter plus longtemps. Sans plus tergiverser, Carrigan, à l'aide de son sabre, débarrassa sa fourrure des créatures. Ses flancs se soulevaient en rythme de sa respiration haletante. Les petits l'agrippaient de leurs mandibules et de leurs pinces. Carrigan les empala en transperçant leur carapace. Après les avoir ôtés de la fourrure du loup, elle les tailla en pièces, et un sang jaunâtre, visqueux, imbiba le sol. Le loup s'effondra, les yeux mi-clos, épuisé. Carrigan détruisit la toile avec l'épée pour éviter que d'autres animaux soient pris au piège. En équilibre sur un pied, elle taillada les monstres avec acharnement. Sans nourriture à portée, nombre d'entre eux tournaient simplement en rond, claquant des pinces dans le vide. Certaines l'assistèrent dans sa tâche, en se repaissant de leurs congénères. Malgré son agilité, Carrigan éprouvait des difficultés à traquer les créatures sur un seul pied. Sa lame rebondissait de plus en plus souvent sur les carapaces qui durcissaient. L'aigle estima bientôt que Cheval était suffisamment en sécurité pour qu'il puisse le laisser, et reprit la chasse, déchirant les monstres à l'aide de ses serres puissantes.
Sa vue perçante l'assurait qu'aucun n'en réchapperait. La robe à des âmes de cheval était entaillée et souillée de sang, là où les monstres l'avaient mordue. Mais lorsque les effets du venin cessèrent, il leva la tête et put bouger ses membres. Carrigan essuya sa lame jaunie sur un parterre de mousse. Le sol était jonché de petits, anéantis. Le loup avait profité du chaos pour disparaître. La jambe droite de Carrigan retrouva ses sensations sous la forme de centaines de piqûres de frelons. Elle ne voulait même pas penser à ce que la pince de la grande créature avait pu faire à sa cheville. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle à l'aigle. « Ils viennent de Cormoran Van. Tout ce qui en provient est vicié. »« Cormoran Van » ? La forêt du voile noir qui borde votre pays, dit l'aigle. Cormoran Van est son nom celtique. Une chouette de mes amis m'a dit qu'une brèche était ouverte dans le mur de Dière, par laquelle la créature est venue. Je l'ai traquée depuis 2 jours. Au sujet du mal, Carrigan avait entendu de nombreuses histoires, et celle-ci parlait plus souvent de la forêt du voile noir que des loups. À la lumière de sa rencontre avec les créatures, elle était encline à croire ces histoires qui contaient comment Moraven l'Obscur avait empoisonné de sa magie la forêt, autrefois si verdoyante. Tout ce qu'il y avait élu demeure, disait-on, était devenu maléfique. Après la longue guerre, Aléric d'Hyères avait entrepris de construire un mur le long de la frontière sacoridienne, où le voile noir menaçait d'étendre ses racines, quand bien même les maléfices de Moraven l'Obscur avaient été vaincus. Un bloc de granit issu du mur était exposé en permanence au musée de Langorie, à Célium. Carrigan doutait cependant que les gens s'attardent à en comprendre la signification. Le mur était érigé depuis si longtemps qu'on le considérait comme acquis, et la plupart des informations concernant le voile noir étaient considérées comme des superstitions. Après tout, comment un simple mur pourrait-il bien empêcher une si sombre force d'envahir la zone frontalière ? Mais si la grande créature venait de là-bas, songea Carrigan, alors les histoires au sujet du voile noir n'avaient certainement pas été exagérées. « Quand tu verras ton roi, dit l'aigle, tu dois l'avertir qu'il y a une brèche. Si une créature a réussi à passer, d'autres suivront. » Quand tu verras ton roi. Carrigan avait peu d'espoir de succès après cette expérience éprouvante, mais elle en ressentait toujours plus que quelques minutes auparavant. L'aigle plancha la tête de côté, en posture d'écoute. Sous la lumière de la lune, son plumage gris n'était plus terne, mais ondoyé de bleu, de vert et d'or subtil. « J'entends la mer, » dit-il. Carrigan se figea. Sa main qui tenait le sabre se mit à trembler. « Elle ne doit pas survivre, » ajouta-t-il. « Je t'aiderai de mon mieux. »« Comment ?»« Tu dois tuer la mère, » répéta-t-il d'un ton agacé. « On ne peut pas la laisser pondre d'autres œufs. »« Comment je suis censé ?» ?»« La peau du bas-ventre est tendre, de même que la chair autour des articulations. » La végétation bruissait à l'approche de la créature. Comment Carrigan allait-elle pouvoir atteindre son point faible ? Elle devrait être au contact avant de pouvoir la blesser à l'épée.
Évite son sang, dit l'aigle. Il n'est pas dilué comme celui des petits. Il te brûlerait, ou même t'empoisonnerait, si jamais tu le touchais. Ils n'attendirent pas plus longtemps. La créature déboula dans la clairière, sur les talons d'un renard terrifié. Quand elle vit ses petits massacrés et la toile détruite, elle hurla de fureur. Un sifflement haut perché qui retentit dans la forêt avec force. Carrigan laissa tomber son épée et se boucha les oreilles. Le renard continua sa course et, sans toile pour l'arrêter, put échapper sain et sauf à la bête. Le sifflement s'atténua et Carrigan ôta ses mains de ses oreilles. La créature chargea dans sa direction. Carrigan trébucha en arrière et se retrouva par terre, sur le derrière, à regarder bouche bée le monstre menaçant dont les antennes cinglaient l'air au-dessus de sa tête. L'aigle plongea entre les pinces qui s'agitaient violemment et s'échappa de justesse lorsque l'une d'elles se referma dans un claquement. La créature secoua des plumes caudales dans sa pince avec un chointement furieux. Elle assaillit l'aigle de coups de queue. L'oiseau piqua vers les yeux de la créature. « Ne reste pas planté là !» réprimanda-t-il Carrigan en plein vol. « Il faut la tuer !» Ses doigts se refermèrent sur la garde de l'épée. Une paire de mains, invisible, se glissa sous ses aisselles et l'aida à se relever. Elle n'eut pas le temps de songer à cette aide inattendue, car la mer se rapprochait d'elle inexorablement, malgré la présence de l'aigle. Porter son poids sur sa jambe droite réveilla ce qui semblait une amarrade de frelons qui la picota de haut en bas. Une pince siffla à quelques centimètres de son nez. Elle l'esquiva en plongeant et sentit l'air vibrer lorsque la pince se referma en claquant, à l'endroit où se trouvait sa tête l'instant d'avant. Elle s'éloigna en boitant du champ de vision de la créature, mais celle-ci était rapide. Une des pinces la frappa dans le dos, entre les omoplates, et elle fut projetée face contre terre. Elle lutta pour respirer, tout en essayant de se repérer. « Messagère !» Carrigan se retourna en entendant l'avertissement de l'aigle. Une pince béante s'abattit sur elle. Mais une masse floue, informe de poils jaillit de la végétation et fonça sur la bête. Le loup. À cette diversion, le monstre suspendit son attaque. Le loup gronda. Il se faufila entre les pattes de la bête et la fit trébucher. Une fois encore, les mains invisibles remirent Carrigan sur ses pieds et lui tendirent l'épée. Elle courut en boitillant vers le dos du monstre. Mais celui-ci fut trop rapide et pivota pour l'attaquer immédiatement. Sa queue siffla au-dessus de sa tête. La sueur empoisait son dos, et chaque pas sur son pied blessé était un supplice. Elle ne pouvait pas s'approcher assez du ventre de la bête sans se trouver face à ses pinces ou à sa queue. Le loup, pour sa part, prit position devant la créature. Il adressa un regard de défi à Carrigan, puis bondit et attrapa dans sa gueule une antenne qui rompit dans un craquement. Du sang noir sirupeux se déversa de l'appendice sectionné, et le loup lâcha l'antenne, la gueule fumant sous l'effet du venin. La douleur mit la créature en rage, et elle happa d'une pince le loup distrait. « Non !» Carrigan se glissa entre les deux pinces, et, tenant le sabre à deux mains,
le planta dans l'articulation de celle qui tenait le loup. Pince et loup s'écroulèrent sur le sol. La créature siffla et chointa. Carrigan osa alors s'approcher plus près, tailla dans les pattes ou la pince restante lorsqu'elle passait à sa portée. L'aigle continua à harceler le monstre depuis les airs, visant constamment les yeux. D'autant qu'il n'y avait dorénavant plus qu'une pince à surveiller. Carrigan trancha la seconde pince et plongea sous le corps de la créature. Sans fioriture, elle enfonça le sabre dans la partie inférieure de la carapace, épaisse comme du cuir, et l'éventra. Un sang nauséabond et des boyaux noirs s'échappèrent de la plaie. Le sol grésilla à leur contact. Elle libéra le sabre d'un coup sec et battit en retraite vers l'air frais de la nuit. La créature trembla, ses jambes s'en mêlèrent, et elle s'effondra. Carrigan chassa d'un geste la puanteur qui s'en élevait. Ses doigts se mirent à lui brûler. « Ma peau !» Du sang noir les maculait. L'aigle vola dans sa direction. « De l'eau !»« Il te faut de l'eau pour les baigner. J'ai vu un cours d'eau, par ici. » Carrigan lâcha le sabre sans plus s'en préoccuper. Des larmes de douleur emplisaient ses yeux. Elle claudiqua à travers bois derrière l'aigle en vol, trébuchant de fatigue. Les branches s'accrochaient à son manteau et lui zébraient le visage. La voûte dense de la forêt masquait les rayons de la lune, et elle tomba 2 fois. Elle se relevait en gémissant de douleur. « Vite !» dit l'aigle. « Ce n'est plus très loin. » Mon outre était moins loin. Elle n'aurait pas suffi. Et il continua à voler au-dessus des arbres. Après une autre chute, Carrigan se souvint de la pierre de lune. Quand elle la sortit de sa poche, elle illumina les bois alentours, aussi brillantes que la lumière du jour. Ses douleurs s'apaisèrent tandis qu'elle la tenait, et cheminer dans la forêt devint plus aisé. Le cours d'eau annoncé apparut, ruban chatoyant à la lueur de la pierre de lune. Carrigan la posa sur un tronc d'arbre mort et tomba à genoux dans la vase molle du ruisseau. Elle plongea les bras, manches comprises, dans l'eau fraîche et apaisante. Elle sentit que tout son corps était brûlant, comme si elle s'était baignée dans le sang corrosif de la créature. Elle s'aspergea aussi le visage. « J'espère pour toi que nous ne sommes pas arrivés trop tard. » Carrigan regarda l'aigle. Ses plumes étaient un véritable arc-en-ciel de couleurs à la lumière de la pierre de lune. « Que voulez-vous dire ?»« Le sang, son poison. » Elle avait l'impression d'entendre de très loin la conversation de quelqu'un d'autre. Elle mit ses mains en coupe pour étancher sa soif soudaine. Des créatures comme celles que nous avons combattues ce soir n'ont pas été vues depuis la longue guerre. L'aigle lissa un peu ses plumes, puis la regarda, impaisible, pendant qu'elle plongeait la tête entière dans l'eau. Sa soif étanchée, du moins pour le moment, elle se leva, ses jambes flageolant sous le fleuil du vertige. « Que fais-tu » demanda l'aigle. « Cheval, il a besoin de moi. » Et le loup.
Carrigan rebroussa chemin à travers bois en boitant, trébuchant et chutant malgré la lueur de la pierre de lune. Elle eut l'impression de mettre des années à atteindre la clairière où gissaient les vestiges du carnage. La carapace de la créature était plus foncée sous le voile de la mort. Elle se sentait engourdie de partout. Seules les protestations aiguës de l'aigle lui évitèrent de marcher dans une mare de sang noir. Cheval la regarda approcher. Il gisait sur le flanc, les membres repliés sous lui, et bien que son encolure soit enflée jusqu'à l'absurde à l'endroit où il avait été piqué, son regard était alerte. Le loup, quant à lui, ne bougeait plus. Carrigan poussa un cri de rage et tira la pince qui le serrait toujours, d'avant en arrière. Défiance et vie avaient quitté ses yeux. « Je ne le tolérerai pas !» Elle délaissa la pince et trouva son sabre par terre. Sa lame était encore noire du sang du monstre. Elle la porta jusqu'au cadavre. Cheval poussa un hennissement alarmé, mais elle l'ignora. Elle tenta de frapper la créature encore et encore, mais l'épée rebondissait sur la carapace. L'aigle vint et la repoussa. « Humaine stupide, la créature est morte. »« Fiche-moi la paix !» Elle balança l'épée à l'aveuglette et faillit toucher l'aigle qui s'envolait. Mais des mains douces la lui prirent. Elle ne savait pas trop si elle voyait ses mains ou non, mais elles étaient fraîches au toucher. Elles la conduisirent hors de la clairière et l'aidèrent à s'allonger. Elle ferma les yeux et sombra dans un rêve où des milliers de petites bêtes argentées la piquaient, l'obligeaient à boire un sang noir. Un rêve de feu et de combustion. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, Phrayan Coblebet se tenait à côté de l'aigle, vacillant comme une bougie sous la brise. Elle ne pouvait pas entendre les paroles qu'ils échangeaient, seulement des murmures qui pouvaient aussi bien être les branches cliquetant entre elles, comme des eaux desséchées. Ils regardèrent vers elle, et elle était sûre qu'ils parlaient d'elle, comme si elle n'était pas là. « Je suis là !» voulut-elle hurler. Mais ses lèvres et sa bouche étaient si sèches que les mots ne furent rien de plus qu'un souffle éraillé. Elle vit le loup. Comme Phrayan Coblebet, il avait une aura lumineuse autour de lui, un aspect surnaturel. Il la dévisagea, ses yeux d'ambre la mettant encore une fois au défi. Au défi ? Pourquoi ? Elle ne put soutenir son regard, et elle ferma les yeux. Elle sombra dans un obscur et profond sommeil, où de minuscules bestioles à la carapace d'argent se nourrissaient de son esprit.